Et donc je vais vous parler aujourd'hui des mécanismes qui sont au cœur des phénomènes d'intelligence collective qu'on observe dans les sociétés animales. Et donc vous verrez, nous sommes quand même assez loin des formes de langage qui ont été exposées durant tout ce colloque, puisque ces mécanismes reposent sur des formes de communication assez rudimentaires entre les individus. Mais vous verrez aussi que malgré leur simplicité, ces mécanismes vont permettre à des groupes d'individus de traiter collectivement de l'information et de coordonner leurs actions pour résoudre tout un ensemble de problèmes qui sont parfois assez complexes et auxquels ces animaux sont confrontés quotidiennement. Des individus qui, parfois, en fait, n'ont tout simplement pas les capacités de résoudre ces problèmes à leur échelle. Et au cours des 30 dernières années, ces phénomènes ont suscité beaucoup d'intérêt, non seulement de la part des éthologistes, mais également des physiciens, car les sociétés animales sont des systèmes qui sont particulièrement intéressants pour aborder le problème de la complexité en biologie, et notamment le passage de l'individuel au collectif. Et vous avez ici un exemple d'un nid de guêpe qu'on trouve au Brésil, qui est construit en carton et qui est constitué de plusieurs rayons de cellules qui sont superposés les uns aux autres et accolés à l'enveloppe externe du nid. Et tous ces rayons sont traversés par un orifice de communication central qui permet aux guêpes de passer directement d'un étage à l'autre. Alors, chez certaines espèces de termites africains, on atteint sans doute des sommets dans la complexité et le raffinement architectural. La paroi des nids que vous voyez ici, dont on voit la section, présente toute une série de microstructures qui assure les échanges gazeux avec le milieu extérieur. Et l'intérieur des nids, qui fait environ une quarantaine de centimètres de haut, est constitué d'une série de chambres que vous voyez ici, qui sont reliées entre elles par des rampes d'accès hélicoïdales dont vous voyez ici un moulage. Alors, il faut bien se rendre compte que ces structures sont construites par des insectes de moins d'1 millimètre de long et qui sont totalement aveugles. Alors, pour vous donner également une petite idée du très grand nombre d'actions qui sont nécessaires pour produire ces structures, pour construire ces structures, on a pu estimer par exemple que pour remplir 1 mètre cube d'aiguilles de pin qui sont utilisées dans la construction des dômes des fourmis des bois, il fallait environ 100 millions d'actions élémentaires de ramassage et de transport de ces brindilles. Alors, une autre caractéristique importante des structures qui sont réalisées par les insectes sociaux est qu'elles ne sont pas figées, mais qu'elles évoluent au cours de la croissance de la colonie et qu'elles sont donc en quelque sorte en permanence remodelées par les insectes. Et on observe ainsi très fréquemment, au sein d'une même colonie, une fourmi détruire des structures que d'autres avaient construites auparavant. Ces images que vous venez de voir et qui ont été réalisées en laboratoire avec des fourmis Lasius niger en train de construire un nid, vous montrent que sur une période de 2 jours, il y a presque autant de zones détruites que de zones construites. Alors, mais les insectes sociaux ne réalisent pas seulement des structures au moyen de pistes chimiques, de boue ou de carton. Ils peuvent également réaliser des structures par auto-assemblage, comme ces chaînes d'individus qui interviennent dans la construction du nid chez les fourmis tisserandes. Ces chaînes permettent aux fourmis d'exercer des forces de traction pour rapprocher des feuilles entre elles, feuilles qu'elles utilisent dans la confection de leur nid, et qui sont ensuite cousues par le fil de soie que sécrètent des larves, qui sont utilisées par les ouvrières un peu comme des navettes de métier à tisser. Alors, ces mêmes chaînes sont également utilisées par les fourmis pour réaliser des ponts vivants qui leur permettent, par exemple, de se déplacer d'une branche à une autre. Alors, toutes ces performances collectives nécessitent une coordination très étroite et très précise des activités individuelles. Et la compréhension que nous avons de ces phénomènes est assez récente, puisqu'elle résulte en fait en grande partie des recherches qui ont été conduites au cours de ces 20 dernières années, mais nous sommes encore très loin de pouvoir comprendre tous les mécanismes qui se cachent derrière ces phénomènes. Alors, la question centrale qui va nous occuper ce soir va donc être de savoir quels sont les mécanismes qui permettent donc aux individus de coordonner leurs activités de telle sorte que collectivement, ils résolvent la multitude de problèmes auxquels ces sociétés sont confrontées, depuis la construction d'un nid jusqu'à l'organisation de la division du travail, en passant par la protection contre les prédateurs ou la recherche de sources de nourriture. Alors, pendant très longtemps, on a voulu voir les sociétés d'insectes comme une sorte de modèle réduit de nos propres sociétés. Et les premières hypothèses qui ont été avancées pour essayer d'expliquer ces performances
elles ont fait appel à la connaissance que pouvaient avoir les individus de la structure globale à produire, et donc on peut dire une certaine forme d'intelligence individuelle. Et il y a un peu plus d'un siècle déjà, dans son ouvrage La vie psychique des bêtes, Louis Buchner pensait que les fourmis étaient douées de facultés assez proches de l'intelligence, leur permettant notamment d'entrevoir le but de leurs travaux et ensuite de concevoir un plan d'exécution pour le mettre en œuvre. Alors, en d'autres termes, on avait tendance à postuler que la complexité des performances qui étaient réalisées par ces sociétés, elle trouvait son origine dans la capacité des individus à centraliser l'information et ensuite à décider des actions à réaliser à travers la représentation que ces insectes se faisaient de leur univers. Et on imaginait en particulier que la reine centralisait l'ensemble des informations en provenance de sa colonie pour diriger ensuite les activités des ouvrières. Donc vous voyez que le schéma qui prédomine alors est celui d'une organisation hiérarchique et très centralisée. Mais en fait, toutes les études qui ont été réalisées au cours des 40 dernières années ont révélé un mode d'organisation complètement différent. On sait aujourd'hui que les insectes ne possèdent aucune représentation, aucun plan, ou connaissance explicite de la structure qu'ils construisent. En effet, d'une part, le répertoire comportemental des insectes, c'est-à-dire l'ensemble des comportements de base qu'un insecte peut réaliser, est limité. Chaque insecte peut réaliser au mieux qu'une petite vingtaine de comportements différents. Et d'autre part, leur système cognitif, c'est-à-dire leur petit cerveau, qui comprend environ 100 000 neurones, ce petit cerveau n'est pas suffisamment puissant pour permettre à un seul individu d'assurer la répartition des rôles et ensuite la bonne marche de la société. Donc il n'y a pas de chef d'orchestre dans ces sociétés. Chaque insecte, en fait, au sein de la colonie, n'a généralement accès qu'à une information limitée. Il n'a pas connaissance dans sa globalité de la structure qu'il est en train de réaliser avec les autres membres de la colonie. Donc chaque insecte dispose d'une information partielle et locale. D'autre part, chaque individu suit généralement un ensemble de règles comportementales assez simples et peu nombreuses, et ce jeu de règles va permettre au groupe de coordonner collectivement ses activités, de réaliser tout un ensemble de tâches. On a donc un jeu d'instruction individuelle réduit, un petit jeu d'instruction individuelle, et enfin les structures et les comportements collectifs qui émergent à l'échelle de la colonie grâce à ces règles simples et ces interactions locales entre les individus vont permettre au groupe, comme on va le voir, de résoudre un certain nombre de problèmes. Les structures qui sont produites par ces insectes possèdent en outre plusieurs propriétés. D'une part, elles sont flexibles, c'est-à-dire qu'elles vont s'adapter très facilement à des changements dans l'environnement, et elles sont robustes aux perturbations. Donc on peut dire que des propriétés nouvelles émergent à l'échelle de la colonie. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des mécanismes qui sont utilisés par les insectes sociaux pour produire ces structures ? La première explication un peu sérieuse fut avancée à la fin des années 50 par Pierre-Paul Grasset, qui a introduit à cette époque le concept de stigmergie. Alors, Pierre-Paul Grasset, que vous voyez ici, est un célèbre zoologiste français qui a passé une bonne partie de sa vie à étudier la biologie des termites, et il a étudié en particulier en laboratoire comment s'effectuait la reconstruction du nid. Et il a découvert que les termites ne contrôlaient pas directement leur activité bâtisseuse, mais que leur travail était guidé par le produit de leur activité antérieure. Donc les insectes coordonnent leurs activités au moyen d'interactions indirectes, et c'est à ce mécanisme que Grasset a donné le nom de stigmergie, qu'il a forgé à partir des mots grecs stigma, qui veut dire piqûre, et ergon, qui veut dire travail. Alors, il s'agit essentiellement d'un processus de type stimulus-réponse, c'est-à-dire que les traces qui sont laissées sur le sol par les insectes ou les ébauches de construction qui résultent de leur activité, tout ça va constituer des sources de stimulation qui vont orienter et déclencher des comportements spécifiques chez les autres insectes de la colonie. Et en retour, l'activité des insectes va modifier ce stimulus et le transformer ses caractéristiques, ce qui va conduire à la formation d'un nouveau stimulus qui va lui-même déclencher de nouveaux comportements qui eux-mêmes vont transformer ce stimulus et ainsi de suite. Et ce processus conduit à une coordination presque parfaite du travail, et il nous donne en tout cas l'impression que la colonie suit dans son ensemble un plan prédéfini. Alors pour illustrer ce phénomène, je vais donner un premier exemple qui va vous montrer comment s'effectue la construction du nid chez les guêpes sociales.
La grande majorité des nids de guêpes sont construits à partir de fibres de bois mâchées qui sont ensuite cimentées par des sécrétions salivaires. Et la pâte qui résulte du travail de la guêpe est ensuite modelée par la guêpe pour construire les différentes parties du nid, le pédicelle, les rayons de cellules et l'enveloppe externe. Et au laboratoire, on utilise comme matériel de construction, que vous voyez ici, du buvard coloré, ce qui permet de suivre et de visualiser toutes les différentes étapes de construction du nid. Donc, qui est matérialisé par des couleurs différentes. Et ça nous permet également d'étudier très précisément les comportements individuels de construction et en particulier comment s'effectue le choix des sites de construction lorsque une guêpe se trouve sur le nid. Vous avez un exemple, une guêpe qui est en train de surélever une cellule. Alors chez les polistes, par exemple, qui vivent dans le sud de la France, la guêpe commence par construire un pédicelle, une petite attache qui permet de connecter le futur nid au substrat externe. Puis ensuite, une première cellule est construite dans le prolongement de ce pédicelle. Et puis au fur et à mesure que la construction se déroule, le nombre de sites potentiels susceptibles de recevoir une nouvelle cellule augmente et plusieurs activités peuvent être accomplies parallèlement, de sorte que la construction ne suit plus une séquence a priori bien définie. Et ce qu'on voit alors, c'est que l'organisation des activités de construction s'effectue essentiellement au travers des configurations de cellules qui sont présentes sur le nid et qui sont détectées par les guêpes au moyen de leurs antennes lorsqu'elles se déplacent sur le nid. Donc c'est donc l'architecture elle-même qui va coordonner le déroulement de la construction. C'est-à-dire que pour déterminer à quel endroit elles doivent construire une nouvelle cellule, eh bien les guêpes vont utiliser des informations présentes sur le nid. Et ces informations leur sont fournies par l'agencement local des cellules. Alors dans cet exemple, vous pouvez voir qu'il existe 12 sites potentiels au niveau desquels les guêpes peuvent construire une nouvelle cellule, mais tous ces sites ne sont pas équivalents. 7 sites possèdent une seule cloison adjacente avec la future cellule. 4 sites possèdent 2 cloisons adjacentes avec la future cellule et un autre site possède 3 cloisons adjacentes. Et ces sites de construction, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils n'avaient pas la même probabilité d'être choisis par les guêpes. Les guêpes préfèrent en effet construire une nouvelle cellule au voisinage de sites qui possèdent le plus grand nombre de cloisons adjacentes. Et on a représenté ici la probabilité pour une guêpe de construire une nouvelle cellule en fonction du nombre de cloisons adjacentes qui sont présentes au niveau du site potentiel de construction. Et vous voyez que plus le nombre de cloisons adjacentes est importante, plus la probabilité qu'une guêpe construise une nouvelle cellule au niveau du site est importante. Alors pour étudier ces phénomènes, on utilise très souvent des modèles mathématiques ou informatiques, en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre comment les interactions entre les individus donnent naissance aux propriétés qu'on observe à l'échelle d'une colonie. Et on peut par exemple examiner les conséquences de l'application de règles locales de construction sur la forme de l'architecture au moyen d'un modèle assez simple dans lequel les guêpes sont représentées sous la forme d'agents dont le comportement va être en quelque sorte calqué sur celui des guêpes naturelles. Et ces guêpes virtuelles se déplacent aléatoirement dans un réseau de cellules hexagonales en 3 dimensions qui représentent l'espace dans lequel elles évoluent. Elles n'ont qu'une perception locale de leur environnement. Elles perçoivent les 26 cellules qui sont voisines de la cellule qu'elles occupent à un instant donné. Et enfin, elles ne possèdent aucune représentation globale de l'architecture qu'elles construisent. D'autre part, chacune de ces guêpes virtuelles suit un ensemble de règles de construction qui sont celles mises en évidence par l'expérience, et toutes les guêpes ont exactement le même comportement. Au cours de leur déplacement, donc, elles vont percevoir des configurations de cellules, comme celle-ci, déjà construites, qui sont présentes sur le nid, et certaines de ces configurations vont déclencher la construction d'une nouvelle cellule à l'endroit qu'elles occupent. Enfin, ces règles de construction sont probabilistes, comme vous pouvez le voir ici, de telle sorte qu'il est possible d'utiliser dans le modèle les valeurs de probabilité qui ont été mesurées expérimentalement. Alors voici quelques exemples d'architecture qui ont été obtenus par simulation, tout d'abord avec les règles de construction des polistes. Comme vous pouvez le voir, ces règles elles conduisent à la formation d'un plateau de cellules qui croît de manière plus ou moins homogène dans l'espace à partir du pédicelle central. On retrouve donc bien la forme
compacts et circulaires des nids de police. Par contre, quand on change les valeurs de probabilité qui sont associées aux configurations de cellules, mais en conservant exactement les mêmes règles de construction, eh bien, vous voyez qu'on obtient des structures beaucoup plus irrégulières avec de nombreux lobes qui, elles, ressemblent à des nids construits par d'autres espèces de polycydés qui vivent dans le sud-est asiatique. Donc on voit qu'il est possible de construire des architectures qui peuvent nous apparaître très différentes avec le même jeu de règles de construction, simplement en changeant les probabilités d'exécution de ces règles. Alors l'utilisation d'autres jeux de règles de construction basés sur le même principe permet d'obtenir toute une variété d'architectures qui sont très similaires à celles construites par d'autres espèces de guêpes, sachant qu'il existe environ une soixantaine de types architecturaux de nids différents dans la nature. Et en voici quelques exemples. On peut obtenir par exemple des nids constitués de plateaux de cellules construits verticalement, des plateaux de cellules qui peuvent être reliés entre eux par un axe vertical, ou qui sont connectés les uns aux autres par un ensemble de pédicelles indépendants. Pardon, là, il doit y avoir un petit film. Voilà. Et il est même possible d'obtenir donc certaines architectures plus complexes qui possèdent une enveloppe externe à laquelle sont rattachés donc les plateaux de cellules qui eux-mêmes sont perforés d'un orifice de communication qui permet l'accès aux différents plateaux. Donc tous ces exemples vous montrent qu'en utilisant un jeu de règles de construction assez rudimentaire au niveau individuel, un groupe d'insectes va être capable de réaliser collectivement des structures spatiales très sophistiquées, assez sophistiquées. Donc la première leçon à retenir de ces phénomènes, c'est que la complexité des structures qui sont réalisées par les insectes ne résulte pas nécessairement de comportements individuels très sophistiqués. Alors, assez curieusement, ces mécanismes de type stigmergique ne sont pas l'apanage des insectes vivant en société, puisqu'on les retrouve déjà chez certaines espèces solitaires. On les trouve en particulier chez une petite guêpe solitaire du genre Rumen qui vit en Australie. Et la particularité de cette guêpe est qu'après avoir excavé dans le sol une cavité dans laquelle elle va entreposer des proies, elle construit une sorte de cheminée qui se termine ensuite par un entonnoir et qui prolonge l'entrée du nid. Alors cette structure, dont la principale fonction est d'éviter que certains parasites de s'introduisent dans le nid, est construite au moyen de boulettes de terre, et la construction se déroule en 5 étapes successives, au cours desquelles l'achèvement d'un stade de la construction va donner naissance aux stimuli qui vont déclencher la construction du stade suivant. Donc on retrouve bien ici la logique de la stigmergie. Alors que se passe-t-il maintenant lorsqu'on fait apparaître sur la structure, lorsqu'elle est presque achevée, des stimuli qui ont déclenché une étape antérieure de la construction? Alors pour cela, on attend que la guêpe soit partie récolter sa boulette de terre pour découper dans le col de l'entonnoir, ici, un orifice circulaire. Et lorsque la guêpe revient, elle est visiblement assez troublée, et après avoir examiné nombreuses fois la structure, eh bien, au lieu de boucher l'orifice, elle entame à nouveau la construction d'un second tuyau par-dessus et d'un entonnoir, donc en tout point similaire à la structure initiale. Donc ce résultat vous montre finalement que la guêpe ne possède pas de plan ou de représentation de l'architecture qu'elle construit, sans quoi elle aurait simplement colmaté l'orifice. Et on voit aussi que l'ordre dans lequel les stimuli sont produits au cours de la construction, eh bien, il doit suivre une séquence très précise. Et si par hasard un stimulus déclenchant la construction d'un élément d'architecture est déplacé dans la séquence, eh bien, ça conduit automatiquement la guêpe à construire une architecture anormale. Alors, d'autre part, une autre conséquence importante de ce type de mécanisme, c'est qu'on peut facilement imaginer que si deux guêpes solitaires ne distinguent pas le produit de leur propre activité de celui de l'autre guêpe, eh bien, elles vont pouvoir très facilement coordonner leur activité et construire ensemble un même nid. Chacune des guêpes pourra en effet très bien poursuivre le travail réalisé par l'autre, et ceci quelle que soit l'étape de la construction du nid. Donc ce type de mécanisme qu'on a déjà présent chez certaines espèces d'insectes solitaires constitue donc une première étape vers la coordination indirecte d'activité entre individus telle qu'on la retrouve chez les guêpes sociales. Alors, un autre exemple de comportement collectif qui repose sur des processus stigmergiques vous est sans doute beaucoup plus familier, puisqu'il s'agit du recrutement alimentaire chez les fourmis. Dans ce cas, le signal qui va être utilisé par les insectes pour coordonner leur activité est de nature très différente de celui utilisé par les guêpes pour construire leur nid, puisqu'il s'agit d'un signal chimique.
Une des techniques qui est employée fréquemment par les colonies de fourmis pour rassembler des congénères autour d'une source de nourriture qui vient d'être découverte, c'est ce qu'on appelle le recrutement de masse. C'est-à-dire qu'une fourmi qui découvre par hasard une source de nourriture, un cadavre d'animal, ou comme ici une colonie de pucerons, va informer ensuite ses congénères de sa découverte en déposant sur le sol une piste de phéromones qui est un signal chimique transitoire lors de son retour au nid. Et cette piste suffit ensuite à elle seule à guider d'autres individus de la colonie vers l'endroit de la découverte. Et ces fourmis, après s'être alimentées, eh bien, elles vont elles-mêmes renforcer à leur tour la piste en retournant au nid. Donc vous voyez que la formation de la piste résulte d'une rétroaction positive, d'un feedback positif. Plus il y a d'individus qui visitent la source, plus la piste va être marquée, et plus elle va devenir attractive pour d'autres fourmis. La piste permet donc aux fourmis d'amplifier l'information qui est relative à la découverte de la source de nourriture par un individu. Alors cette communication indirecte entre les individus, elle va entraîner, comme vous le voyez ici, une croissance très rapide du nombre d'individus autour de la source de nourriture. Et par la suite, on voit que la population d'ouvrières, eh bien, elle fluctue, elle se stabilise lorsque toutes les récolteuses disponibles dans la colonie ont été recrutées. Et bien évidemment, la piste ne va pouvoir se maintenir que si la source de nourriture continue à être visitée, eh bien, sinon, et qu'un nombre suffisant de fourmis viennent renforcer la piste. Sinon, elle disparaît au bout d'un certain temps par évaporation. On a ici ce qu'on appelle un feedback négatif. Enfin, ce système de recrutement par piste, eh bien, il va permettre aussi à une colonie de réaliser des décisions collectives efficaces en permettant, par exemple, de sélectionner la source de nourriture la plus rentable parmi un ensemble de sources qui sont offertes à une colonie. Par exemple, quand on donne à une colonie de fourmis le choix entre deux sources de nourriture situées à égale distance du nid, dont l'une est 10 fois plus concentrée que l'autre en sucre, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas, c'est la source la plus riche qui va être exploitée de manière préférentielle. Vous avez ici à droite l'évolution du nombre de fourmis qui visitent chacune des deux sources au cours du temps. Alors comment les fourmis arrivent-elles à sélectionner la source la plus riche ? Pour réaliser leur choix, les fourmis ne vont pas comparer la qualité des sources qui leur sont proposées, mais elles vont moduler tout simplement la fréquence avec laquelle elles déposent des gouttelettes de phéromones sur le sol en fonction de la qualité de la source de nourriture qu'elles ont découverte. Ce qui fait que la piste qui conduit à la source de nourriture la plus riche eh bien, sera plus marquée, donc plus attractive, et au cours du temps, quant à la piste qui conduit à la source de nourriture la moins riche, eh bien, elle va progressivement disparaître car elle ne sera pas renforcée, toutes les fourmis disponibles ayant naturellement tendance à prendre la piste la plus marquée. Donc, vous voyez que le choix résulte de la compétition qui existe entre les deux sources et la décision est emportée par la source qui parvient à mobiliser le plus d'ouvrières, la société dans son ensemble, choisissant d'exploiter la source la plus rémunératrice. Donc, vous voyez que cette logique assez simple du recrutement, eh bien, il permet à une colonie de réaliser un choix collectif efficace, là encore sans faire appel à un comportement individuel très élaboré, les fourmis n'ayant pas à comparer la richesse des sources de nourriture qui leur sont offertes. Mais ces pistes chimiques vont également permettre aux fourmis de sélectionner collectivement le chemin le plus court qui conduit vers une source de nourriture. Alors pour mettre en évidence ce phénomène, Jean-Louis de Neubourg et ses collègues de l'Université libre de Bruxelles ont réalisé à la fin des années 80 une série d'expériences assez astucieuses dans lesquelles ils ont intercalé entre le nid et la source de nourriture un pont à deux branches, ce qui permet de créer deux voies d'accès distinctes à la source de nourriture. Et lorsque les deux branches du pont sont de même longueur, ce qu'on constate, c'est que chacune des branches n'est pas exploitée de manière identique. Au cours du temps, une des branches va être systématiquement empruntée par les fourmis et l'autre, au contraire, va être complètement abandonnée. Et le choix se fait par ailleurs de manière totalement aléatoire. Dans 50% des cas, c'est la branche droite. Dans 50% des cas, c'est la branche gauche qui est choisie. Alors comment expliquer ce phénomène ? Lorsqu'une fourmi arrive au point de bifurcation, elle va devoir choisir l'une des deux branches. Alors au départ, le choix se fait bien évidemment de manière complètement aléatoire. Et puis lors de son retour au nid, la fourmi va emprunter par hasard une des deux branches, mais cette fois en déposant de la phéromone tout au long de son trajet. Et au cours du temps,
vous allez avoir de petites fluctuations de concentration de phéromones qui vont apparaître sur chacune des deux branches, tout simplement parce que eh bien, un nombre un peu plus important de fourmis aura emprunté une des deux branches à un moment donné. Et de petites différences de concentration vont donc apparaître entre les deux branches et elles vont conduire à un nombre un tout petit peu plus important de fourmis à choisir la branche où la concentration en phéromones est la plus élevée. Et ce processus, il va lui-même se renforcer puisque les fourmis en rentrant au nid vont elles-mêmes renforcer encore davantage la branche la plus marquée et l'autre branche au contraire, eh bien, elle va devenir de moins en moins attractive du fait de l'évaporation de la phéromone et également du fait que le trafic y est moins important. Finalement, tout le trafic va emprunter une seule des deux branches. Alors, ce que cet exemple nous montre, c'est l'importance des fluctuations du hasard et des rétroactions positives qui sont induites par la phéromone dans le choix collectif qui est réalisé par la colonie. Et en fait, une grande partie des décisions collectives qui sont réalisées par les insectes sociaux finalement peut se réduire à une forme de sélection naturelle de l'information. C'est l'information qui va croître le plus rapidement, qui l'emporte, ce qui a pour effet ici de concentrer tout le trafic sur l'une des deux branches en compétition. Et la vitesse de croissance de l'information est conditionnée dans cet exemple par des contraintes physiques. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on utilise un pont dont les deux branches sont de longueur inégale, l'une étant 2 fois plus longue que l'autre? Eh bien, on constate que dans la plupart des cas, la colonie sélectionne le chemin le plus court vers la source de nourriture. Les fourmis, en effet, qui empruntent le chemin le plus court, eh bien, reviennent au nid beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que les pistes de recrutement grandissent à des vitesses différentes, car le temps nécessaire pour répliquer l'information n'est pas le même sur les deux branches, et ça conduit systématiquement au choix de la branche la plus courte. Alors cet exemple nous montre le rôle déterminant que jouent les contraintes géométriques de l'environnement dans ces effets de prise de décision collective qu'on observe au niveau de la colonie. Alors ces contraintes géométriques, eh bien, elles vont bien évidemment jouer un rôle tout aussi important lorsque les fourmis d'une même colonie découvrent simultanément plusieurs sources de nourriture qui sont situées à des distances différentes du nid. En utilisant les contraintes spatiales et des communications à caractère amplifiant, la source la plus proche du nid va être sélectionnée beaucoup plus rapidement, comme vous le voyez ici, qu'une source éloignée, et ceci sans que les fourmis n'aient eu à mesurer ni comparer les distances qui séparent chacune des sources de nourriture. Donc la colonie est capable de produire une réponse collective efficace qui dépasse de très loin les capacités des individus. Alors, dans la nature, les pistes de recrutement, c'est pas simplement une ligne droite entre un nid et une source de nourriture, elles sont organisées sous la forme de réseaux arborescents qui partent du nid pour rejoindre les zones de récolte. Et on a découvert assez récemment que la géométrie de ces réseaux pouvait également renseigner les fourmis sur la direction de leur déplacement. Alors, on a d'abord constaté que chez différentes espèces de fourmis, la valeur moyenne de l'angle de bifurcation entre les pistes du réseau, lorsqu'on s'éloigne du nid, était de l'ordre de 50 à 60 degrés. Par exemple, chez la fourmi du pharaon, vous voyez ici, l'angle moyen de bifurcation entre les pistes est de 53 degrés. Et l'année passée, Duncan Jackson et ses collègues de l'université de Sheffield, en Grande-Bretagne, ont montré que les fourmis pouvaient utiliser la géométrie des pistes au point de bifurcation pour déterminer la polarité de la piste et savoir si elle se déplace dans la bonne direction. Alors, prenons la situation suivante. Lorsque cette fourmi s'éloigne du nid et qu'elle rencontre cette bifurcation, vous voyez que l'angle des deux pistes qu'elle rencontre est de 60 degrés ici, mais elle se trouve confrontée à un choix entre ces deux pistes qui dévient chacune de 30 degrés par rapport à sa direction incidente. Maintenant, prenons le cas de cette autre fourmi qui, elle, revient de la source de nourriture et qui rentre au nid. Elle se trouve, elle aussi, confrontée à un choix binaire, mais contrairement à la situation précédente, les valeurs des angles des deux pistes qu'elle peut emprunter par rapport à sa direction de déplacement, eh bien, sont très différentes. L'un des deux chemins dévie très faiblement de 30 degrés, alors que l'autre, au contraire, dévie très fortement de 120 degrés. Alors, les expériences de Jackson ont montré que les fourmis étaient capables de changer la direction de leur déplacement si elles se déplacent dans la mauvaise direction. Alors, par exemple, si on prend des fourmis qui rentrent au nid,
après avoir récolté de la nourriture, pour les replacer sur la piste, mais dans la mauvaise direction, eh bien, on constate qu'après avoir franchi la bifurcation, la majorité font demi-tour pour se retrouver à nouveau au nid, dans la bonne direction, et rentrer au nid. Et de la même manière, quand on prend des fourmis à jeun qui sortent du nid et qui sont déplacées de manière à se retrouver à nouveau dans la direction du nid, eh bien, ces fourmis font demi-tour après la bifurcation et rejoignent finalement la source de nourriture. Donc vous voyez que les fourmis utilisent la géométrie des réseaux de pistes au point de bifurcation pour se réorienter lorsqu'elles se déplacent dans la mauvaise direction. Alors on peut facilement imaginer que plus la différence entre les angles de bifurcation à l'aller et au retour diminue, plus l'information de polarité de la piste diminue. La conséquence étant que les fourmis vont être de moins en moins capables de corriger la direction de leur déplacement si elles se déplacent dans la mauvaise direction. Et en particulier lorsque la valeur de l'angle de bifurcation atteint 120 degrés, une fourmi qui se dirige en direction de la source de nourriture ou une fourmi qui revient de la source de nourriture et qui se dirige vers le nid, eh bien elles sont toutes deux confrontées au même choix binaire. Et dans les deux cas, la déviation des deux chemins qu'elles rencontrent par rapport à sa direction incidente est la même et vaut 60 degrés. Et les résultats des expériences ont effectivement confirmé cette prédiction. Lorsque la valeur de l'angle de bifurcation est de 120 degrés, les fourmis ne sont plus du tout capables de se réorienter correctement lorsqu'elles se déplacent dans la mauvaise direction. Alors, cela va avoir des conséquences, notamment sur les choix qui sont réalisés par la colonie de fourmis. En particulier, si pour atteindre une source de nourriture, qui est située ici, on oblige les fourmis à circuler dans des réseaux dont les angles de bifurcation entre les branches sont de 120 degrés, eh bien, ce qu'on constate, c'est que les fourmis ne sont plus capables de sélectionner le chemin le plus court qui conduit vers cette source de nourriture. Elles visitent l'ensemble du réseau, comme vous le voyez, et elles se retrouvent même souvent piégées dans des boucles. Alors que lorsqu'il existe un biais géométrique dans le réseau, ici, donc les angles à l'aller font 60 degrés, eh bien, vous voyez que la majorité des fourmis utilisent le chemin le plus court pour rejoindre la source de nourriture. Les autres branches du réseau sont rarement visitées par ces fourmis. Alors, l'utilisation de pistes d'informations transmises indirectement entre les fourmis au moyen de pistes de phéromones n'est pas le seul moyen, le seul exemple de communication à caractère amplifiant qui sont utilisés par les insectes sociaux pour réaliser des choix collectifs. Les fourmis, les abeilles et d'autres insectes utilisent également des informations qui sont transmises directement lorsque les individus entrent en contact. Et dans ce cas, ces informations vont pouvoir également jouer un rôle dans les processus de décision collective. Alors c'est ce qui se passe en particulier chez les blattes, qui sont des insectes présociaux très grégaires. Et lorsque vous introduisez des groupes de blattes, par exemple, dans une enceinte circulaire parfaitement homogène, vous observez assez rapidement que les individus commencent à s'agréger. Et plus la taille de l'agrégat est importante, plus il devient attractif pour les autres blattes qui circulent dans l'arène. Mais également, les individus ont beaucoup moins tendance à quitter l'agrégat une fois qu'ils l'ont rejoint. Donc là, on retrouve bien un exemple de rétroaction positive, de feedback positif qu'on avait vu déjà à l'œuvre chez les fourmis. Et la formation de ces agrégats repose en effet sur une modulation du comportement individuel d'agrégation qui dépend du nombre de congénères qui sont perçus par une blatte dans son voisinage. Une blatte ne peut percevoir au grand maximum que 3 autres individus, car son rayon de perception est relativement petit. Et quand on mesure les probabilités d'arrêt d'une blatte au voisinage d'un agrégat, et son temps de séjour également au sein d'un agrégat, eh bien on constate qu'ils sont d'autant plus importants que le nombre d'individus présents dans le voisinage de la blatte est élevé. Mais dans la nature, les blattes préfèrent s'agréger dans des endroits sombres. Elles ont tendance également à éviter la lumière. Et par exemple, quand on place un abri sombre dans une arène, comme celle que vous avez vue précédemment, eh bien les blattes ont une très forte probabilité de venir s'agréger sous cet abri. Maintenant, si au lieu de placer un seul abri, on place 2 abris,
en tout point identiques dans l'arène, ce qu'on constate, c'est que les blattes, plutôt que de se distribuer sous les deux abris de manière équivalente, eh bien, elles choisissent de toutes s'agréger sous un seul abri. C'est un phénomène qui est tout à fait similaire à celui qu'on avait observé chez les fourmis lorsqu'elles avaient la possibilité d'emprunter deux chemins de longueur identique pour rejoindre une source de nourriture et que tout le trafic se trouvait concentré sur un des deux chemins, sauf qu'ici, l'information qui est utilisée par les blattes n'est plus une piste de phéromones, mais simplement la densité d'individus qu'elles perçoivent localement. Donc la sélection d'un des deux sites que vous avez vu ici résulte tout simplement d'un phénomène d'amplification. Plus l'agrégat est gros, moins les blattes ont tendance à le quitter, et toute fluctuation de densité de blattes sous l'un des abris, toute fluctuation va être amplifiée pour finalement aboutir au choix d'un abri par le groupe. Alors tous les exemples de décisions collectives que je viens de vous présenter, et dans lesquelles une colonie choisit d'exploiter une source au détriment d'une autre, ou choisit d'emprunter un chemin conduisant vers une source plutôt qu'un autre, ou choisit de s'agréger sous un abri, dans le cas des blattes, tous ces exemples résultent d'une même famille de processus qu'on appelle les processus d'auto-organisation et qui régissent un très grand nombre de comportements collectifs dans les sociétés animales. Ce qui caractérise ces processus, c'est le fait que des structures ou des décisions émergent au niveau collectif à partir de la multitude des interactions entre les individus, sans que ces structures ou ces décisions ne soient à aucun moment codées de manière explicite au niveau individuel. D'autre part, les règles qui spécifient les interactions entre individus sont exécutées sur la base d'une information purement locale. Ces processus, on l'a vu, sont conçus d'un certain nombre d'ingrédients de base, donc, qui sont d'une part la présence d'un grand nombre d'interactions entre les individus, d'autre part la présence de feedback positifs, grâce auxquels des structures vont pouvoir émerger, et ces structures sont ensuite stabilisées par la présence de feedback négatifs. Et c'est principalement grâce à ces processus d'auto-organisation que les insectes sociaux ont pu développer une forme d'intelligence collective construite à partir de comportements individuels très simples. Alors ces processus présentent également un certain nombre de propriétés que je vais vous présenter maintenant à travers différents exemples. Et la première de ces propriétés est qu'ils vont permettre à une colonie de produire des structures très différentes avec les mêmes comportements individuels lorsque les conditions de l'environnement changent. Alors pour illustrer ce phénomène, je vais prendre l'exemple de la formation de cimetières chez les fourmis. De très nombreuses espèces de fourmis, par mesure d'hygiène, sortent les cadavres d'ouvrières qu'elles trouvent dans le nid et elles les agrègent à la sortie pour former ce qu'on a coutume d'appeler des cimetières. Et au laboratoire, quand on disperse des cadavres sur une arène à laquelle ont accès les ouvrières, par ce petit trou, la colonie est disposée au-dessous de cette arène, quand on disperse donc des cadavres sur cette arène, vous voyez que les ouvrières vont constituer en quelques heures de petits amas, de petits tas de cadavres qui vont s'organiser dans l'espace. Au départ, plusieurs tas se forment, puis ils rentrent d'une certaine manière en compétition les uns avec les autres pour attirer les fourmis qui transportent des cadavres, et seuls survivent les tas qui réussissent à grandir plus rapidement que les autres. Alors les comportements individuels de prise et de dépôt de cadavres qui conduisent à la formation de ces cimetières dépendent du nombre de cadavres qui sont perçus localement par la fourmi. Plus la taille du tas rencontré par la fourmi qui transporte un cadavre est importante, plus la probabilité qu'elle dépose son cadavre sur ce tas est importante. D'autre part, la probabilité de prendre un cadavre ici diminue avec la taille du tas lorsque la taille du tas augmente. Et ces deux règles combinées créent un processus d'amplification qui résulte à la fois de la stimulation du dépôt et de l'inhibition de la prise. C'est un processus tout à fait similaire au processus donc, qui conduit à la formation des pistes de recrutement, sauf qu'ici, le feedback négatif résulte également du fait que le nombre total de cadavres qui est présent dans l'arène est limité. Et lorsque tous les cadavres ont été agrégés, eh bien, il ne reste plus pour créer ailleurs de nouveaux tas. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on change les conditions environnementales en modifiant par exemple la densité initiale de cadavres? Eh bien on constate que les fourmis réalisent des structures spatiales radicalement différentes. Cette simulation du comportement des fourmis permet de visualiser le phénomène. On voit que lorsque le nombre de cadavres présents dans l'arène
est faible. Les fourmis, comme dans l'exemple précédent, construisent de petits tas. Mais avec un nombre de cadavres 16 fois plus élevé, eh bien, le résultat des fourmis conduit à la formation de murs et de chambres, la création de plusieurs chambres. Lorsque de petits espaces vides apparaissent à certains endroits, ils sont très rapidement nettoyés et les cadavres qui se trouvent sur la périphérie de ces espaces vides sont progressivement enlevés par les fourmis, ce qui conduit à la formation de ces structures en éponge. Alors, c'est exactement le type de structure qui apparaît spontanément lorsque vous placez des fourmis dans une boîte qui contient de la terre humide. Et par ailleurs, il s'agit de structures qui sont, dans la forme, est très proche de celles des nids qui sont réalisés par différentes espèces de fourmis ou de termites, comme vous pouvez le voir ici sur ces images. En fait, les mêmes règles de comportement qui sont utilisées par les fourmis pour agréger leurs cadavres, leur servent également à réaliser tout un ensemble d'autres activités comme la construction du nid. Au lieu de déplacer et d'agréger des cadavres, les fourmis vont déplacer et agréger des boulettes de terre, mais en fait la logique sous-jacente reste exactement la même. Alors, une autre propriété intéressante de ces processus d'auto-organisation, elle apparaît quand la taille de la colonie augmente. On assiste en effet à de brusques changements dans l'organisation de la société lorsque celle-ci atteint une taille critique. Et c'est ce qu'on observe en particulier chez les guêpes sociales, où l'organisation de la division du travail est profondément modifiée quand la taille de la société augmente. Par exemple, chez les guêpes du genre Polystiné, le comportement des individus est extrêmement flexible et le rôle qu'ils vont être amenés à jouer dans la société n'est pas prédéterminé génétiquement. Toutes les guêpes sont donc a priori, quand elles naissent, capables de réaliser l'ensemble des tâches qui conditionnent la survie de la colonie, y compris la ponte. Par contre, ce qu'on observe, c'est une différenciation du niveau d'activité des individus quand la taille de la colonie augmente. Alors, sur ce graphique, on a représenté la répartition des individus en fonction de leur niveau d'activité lorsque la taille de la colonie augmente. Et lorsque la taille de la colonie est encore assez petite, dans cet exemple, elle ne comporte que des individus, vous voyez que tous travaillent en moyenne 40% du temps et ils passent le reste du temps à ne rien faire. Maintenant, lorsque le nombre d'individus dans la colonie est 3 fois plus élevé, et dans une situation où le volume de tâches à réaliser reste proportionnel à la taille de la colonie, c'est-à-dire que chaque individu a statistiquement la même chance d'être stimulé à travailler, eh bien on commence à voir apparaître des individus hyperactifs qui travaillent en moyenne 75% de leur temps, et en même temps, les autres individus de la colonie, eux, sont de moins en moins actifs. Et puis, quand on multiplie encore par 10 le nombre d'individus, eh bien on observe très nettement deux catégories de guêpes. Une petite moitié sont des individus hyperactifs, qui prennent en charge l'essentiel du travail à réaliser, et tous les autres, eh bien, ils passent les 4/5 de leur temps inactifs au chômage. Alors, pourquoi est-ce qu'on observe ce phénomène de bifurcation et comment expliquer que lorsque la taille de la société augmente, eh bien, on observe une augmentation de la différenciation des niveaux d'activité des individus? Eh bien, on a pu montrer que chaque guêpe possède un seuil de réponse spécifique qui va déterminer sa mise au travail quand elle va rencontrer les stimulations qui sont associées à la tâche à accomplir, comme par exemple partir récolter de l'eau, des fibres de bois ou des proies. Et d'autre part, ces seuils de réponse varient en fonction de l'activité des guêpes, de leur histoire. Ainsi, par exemple, quand une guêpe répond aux stimuli, exécute la tâche correspondante, eh bien, ça va entraîner une diminution de son seuil de réponse à ces mêmes stimuli. Donc, par conséquent, plus une guêpe travaille, plus son seuil de réponse diminue, plus elle devient sensible à de faibles variations des stimuli, ce qui entraîne sa spécialisation. Il s'agit d'une forme d'apprentissage par renforcement, et on retrouve ici un autre exemple de feedback positif, mais cette fois au sein même de l'individu. Inversement, si la guêpe n'exécute pas la tâche, eh bien, il existe un processus d'oubli qui va conduire, après un certain temps, à l'augmentation de son seuil de réponse, ce qui signifie qu'elle sera moins sensible aux stimuli, et par conséquent, la probabilité qu'elle accomplisse la tâche sera un peu plus faible. Alors maintenant, quand plusieurs individus se retrouvent en compétition
pour exécuter une tâche, le travail qu'une guêpe réalise, eh bien une autre ne va plus pouvoir le réaliser. Et cette compétition combinée à l'apprentissage individuel va conduire à l'émergence au niveau de la colonie d'un groupe d'individus hyperactifs, et parallèlement, eh bien, tous les autres individus ne participeront pas du tout à l'exécution de la tâche. Alors ce mécanisme très simple permet donc de différencier des individus, et il permet aussi à la colonie d'adapter très rapidement le nombre d'ouvrières actives lorsque certaines d'entre elles disparaissent. Alors maintenant, pourquoi observe-t-on une augmentation de la différenciation dans le niveau d'activité lorsque la taille de la colonie augmente? Eh bien tout simplement parce que dans une petite colonie, comme vous voyez ici, le volume de tâches à réaliser reste faible. Et il fluctue beaucoup au cours du temps, ce qui fait que les individus n'ont ni le temps ni l'opportunité de se différencier. Chaque fois qu'un individu commence à travailler, son seuil de réponse diminue, mais l'intervalle de temps qui s'écoule avant qu'il ait eu de nouveau l'opportunité de travailler, eh bien, il est souvent beaucoup trop long, et son seuil de réponse va conserver une valeur élevée du fait du processus d'oubli. Par contre, plus la taille de la colonie augmente, plus la valeur absolue du volume de tâches à réaliser augmente, moins il y a de fluctuation de la demande, et en fait, plus grandes sont les chances que des individus, vous voyez ici en rouge, deviennent hyperactifs et monopolisent l'ensemble de l'activité. Alors, ce processus, eh bien, il ne conduit pas seulement à une différenciation des niveaux d'activité des individus lorsque la taille de la société augmente, il conduit également à une spécialisation dans l'exécution des tâches. Alors, chez les guêpes, la séquence normale de construction d'un nid commence tout d'abord par la récolte d'eau, puis la guêpe part récolter des fibres de bois, et enfin elle retourne au nid où elle va façonner sa boulette de carton et construire une cellule. Et ce qu'on observe chez les polystinés, c'est une tendance générale à la spécialisation dans chacune de ces trois types d'activités lorsque la taille de la colonie augmente. On va représenter ici la fréquence de transition entre ces trois comportements dans une colonie de 30 individus, et la taille des flèches est proportionnelle à la valeur de la probabilité. Vous voyez que les guêpes commencent déjà, à 30 individus, à se spécialiser dans chacune de ces trois tâches qui impliquent des transferts d'eau et de carton entre les guêpes. Une guêpe part récolter de l'eau, transfère sa gouttelette d'eau à une autre, qui part ensuite récolter des fibres de bois, et celle-ci, eh bien, transfère à une troisième qui reste sur le nid et qui construit la cellule ou diverses autres parties du nid. Avec 50 individus, comme vous voyez ici, la spécialisation est encore plus marquée. Et dans une colonie de 300 individus, eh bien, les tâches sont définitivement spécialisées les individus sont définitivement spécialisés dans chacune de ces trois tâches. Alors, cet exemple montre que les processus d'auto-organisation permettent d'adapter la division du travail lorsque ça s'avère nécessaire, et en particulier lorsque la taille de la colonie augmente. Quand le volume de tâches à réaliser est important, ce qui est le cas dans une grande colonie, il est en effet beaucoup plus avantageux de produire des spécialistes dont la performance pour exécuter ces tâches va être optimale, plutôt que d'avoir des généralistes ayant une performance moitié moindre. Par contre, quand la demande associée aux tâches à réaliser est faible, ce qui est le cas dans une petite colonie, eh bien alors il est beaucoup plus intéressant de conserver des généralistes. Il sera en effet beaucoup trop coûteux de conserver des spécialistes qui travailleraient trop peu fréquemment et qui ne seraient donc pas utilisés de manière optimale. Donc, ces processus d'auto-organisation permettent finalement, en quelque sorte, d'optimiser la division du travail, tout en économisant les moyens de codage qui sont nécessaires pour produire ces propriétés, ce qui prend finalement tout son sens chez des animaux qui possèdent des capacités cognitives assez réduites. Et ces adaptations de l'organisation interne des sociétés, mais également, comme on l'a vu, de la forme des structures qu'elles produisent en réponse aux changements qui surviennent dans l'environnement, eh bien, sont obtenus avec les mêmes règles de comportement. Alors, si on essaye maintenant de résumer un petit peu ce qu'on sait aujourd'hui des mécanismes qui permettent aux insectes sociaux de coordonner leurs activités, de résoudre collectivement des problèmes, on peut donc dire tout d'abord qu'une bonne partie de la complexité et des propriétés des structures qui sont réalisées par ces sociétés résultent des interactions directes ou indirectes entre les individus,
Interaction au cours desquelles, comme vous l'avez vu, des informations sont échangées et qui permettent au groupe ensuite de construire une réponse qui dépasse de très loin les capacités cognitives de chaque individu. On a vu également que pour construire cette réponse, eh bien, les insectes n'utilisaient pas des procédures comportementales complexes, mais au contraire des jeux de règles très simples, et que les mêmes règles de comportement au niveau individuel pouvaient conduire à des réponses collectives très différentes selon les conditions environnementales. Et on a vu aussi que la signification des signaux qui sont échangés entre les insectes, elle dépendait essentiellement de leur intensité et du contexte dans lequel ils étaient émis, ces signaux ayant simplement un effet attractif ou répulsif, activateur ou inhibiteur. Et ces signaux permettent en particulier à la colonie d'amplifier certaines informations et de réaliser des choix, mais ils permettent aussi, comme on l'a vu dans l'exemple des guêpes, de réguler l'activité des insectes. Enfin, tous ces mécanismes, comme je l'ai signalé dans l'introduction, ils ne sont pas propres aux insectes sociaux. Ils interviennent en particulier dans la coordination des déplacements d'un très grand nombre d'espèces de vertébrés qui vivent en groupe, comme les poissons, les oiseaux, les troupeaux d'ongulés. Et chez les moutons, par exemple, que vous voyez ici, les comportements d'imitation, comme par exemple la tendance à suivre son voisin, eh bien, ces comportements conduisent non seulement à la formation de files indiennes, mais lorsque la densité d'individus est suffisamment importante, les files elles-mêmes s'organisent spontanément dans l'espace. Mais bien sûr, c'est chez les insectes sociaux que ces phénomènes peuvent être étudiés le plus facilement, tout simplement parce que l'échelle des organismes du millimètre à quelques centimètres permet leur étude en laboratoire, dans des conditions qui sont bien contrôlées. Enfin, comprendre ces phénomènes d'intelligence collective, c'est aussi se donner, d'une certaine façon, les moyens de les contrôler, par exemple en introduisant dans une colonie ou un groupe d'insectes des leurres robotisés, des petits insectes artificiels, complètement autonomes, qui, en interagissant avec les autres insectes, vont modifier leur comportement collectif. Il existe actuellement un certain nombre d'équipes de par le monde qui travaillent dans cette direction. Et nous-mêmes, à Toulouse, nous avons participé à la construction du premier robot blatt entièrement autonome, capable de modifier le choix collectif d'un groupe de blatt. Voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant je suis prêt à répondre à vos questions.